On va se présenter rapidement. Moi, c'est Marshall. Je représente Fivetran en tant qu'account exécutive. Je suis accompagné aujourd'hui par mon cher client, Ala de Longchamp. Ala Dinké, je suis responsable de la BI chez Longchamp. Du coup, le sujet d'aujourd'hui est un témoignage de Longchamp sur la fondation de la data à l'IA. Quels étaient les choix structurants qui sont pris pour le permettre à avancer plus loin dans l'IA. Mais tout d'abord, je vais présenter Fivetran parce que Fivetran est vraiment la fondation de l'IA. L'IA nécessite de la donnée structurée. Et Fivetran permet à extraire la donnée qui est générée et souvent silotée dans vos systèmes opérationnels dans une entreprise et les centraliser dans un stockage central. Le stockage central, c'est sur les grands cloud providers qui existent sur le marché, mais Fivetran en fait la partie centralisation, transformation de la donnée et le renvoi vers des systèmes opérationnels pour activer la donnée. Donc c'est vraiment toute la préparation qu'une entreprise nécessite pour pouvoir exploiter l'IA. Parce que l'IA a besoin de contexte. Et le contexte est dans vos applications, dans vos systèmes opérationnels, mais il faut le centraliser d'abord pour que l'IA puisse tourner dessus à la place de requêter chaque système. Donc nous, on propose plus de 700 connecteurs qui peuvent extraire la donnée de vos systèmes opérationnels et les centraliser dans un endroit de stockage. On supporte tout type de ERP, base de données, applications. On va entendre parler des différentes solutions que Longchamp ils ont chez eux et qui centralisent avec Fivetran. On peut aussi supporter les différentes applications qui sont custom chez vous avec soit un connecteur IA qui vous permet de développer avec l'aide de l'IA un connecteur pour déplacer et centraliser la donnée. On a aussi des briques sur ce qu'on appelle l'activation. C'est le renvoi de la donnée du stockage central et pour l'activer dans des systèmes opérationnels. Un cas, c'est comment on segmente nos clients. Là, un client, il vit un parcours à travers plein de systèmes dans une entreprise. Ça peut commencer sur un page Instagram jusqu'à une visite sur le site web et un rendez-vous dans un magasin. Tout ça, ce sont des touches, des interactions que le client il a avec une entreprise. Et avec Fivetran, on permet à facilement centraliser ça et l'agréger. Comme ça, on peut commencer à scorer les clients. Et puis, si le client il achète, par exemple, un sac Longchamp, on peut réactiver la donnée pour qu'on comprenne dans peut-être Instagram que ce client a acheté tel sac. Donc, on ne va pas lui pousser des publicités de ce sac parce que ça n'a plus de sens. Donc, c'est comment on ne peut pas juste centraliser la donnée pour l'analyser, mais aussi l'activer au bout de la chaîne. On a beaucoup de clients qui nous font confiance. Là, quelques exemples. On est très présent dans le monde de retail, luxe, manufacturing, pharma et aussi tech. Mais aujourd'hui, on va écouter un interview de Ala où on va parler déjà une petite présentation de Longchamp, des défis liés à la donnée. Un peu sur la partenariat Fivetran, Longchamp, qu'est-ce que ça apporte, les choix d'architecture qui permet l'exploitation de la donnée via l'IA, les résultats de cette architecture et les choix et les recommandations pour vous. Donc là, je vais passer le micro à Ala qui va Merci, présenter Longchamp. Bonjour à tous. Je pense que vous connaissez tous la marque Longchamp, qui est un acteur français. C'est une maison de mode parisienne, entreprise familiale, entre autres, propriété de la famille Casgrain. Fondateur Jean Casgrain en 1948, homonyme de son petit-fils actuel, président et directeur général, Jean Casgrain également. La maison est principalement gérée par la famille. On va retrouver dans la mode la sœur de l'actuel président directeur général, donc une direction artistique comme une communication. On va retrouver le frère qui va se retrouver dans la filiale américaine sur toute la partie retail. On va trouver le petit-fils qui va être Hector Casgrain et qui est directeur de la filiale commerciale France. Et puis après, dans la direction de la transformation, on va retrouver aussi Adrien. Donc c'est
un petit groupe en réalité. Ce n'est pas un très 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 grand groupe comme Kering, comme LVMH ou autre. Cela dit, Longchamp, c'est une entreprise qui fabrique, distribue et vend au client final ses propres produits. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font ça sur le marché. Et donc, on est, chez Longchamp, confronté à plusieurs problématiques, des problématiques de très grosses entreprises, notamment sur la partie fabrication, distribution, sous-traitance ou autre. Le siège se trouve à Paris. Et puis, en France, on dispose de 6 ateliers, dont un qui est plutôt atelier-musée, l'ensemble des créations d'entreprises depuis le début. Un atelier à Tunis, en propre, et un atelier en île Maurice. Un rattachement un peu particulier de la famille à l'île Maurice. On va retrouver aussi quelques sous-traitants, notamment au Portugal, au Maroc, en Roumanie et en Asie. Donc on va retrouver deux particulièrement, un en Chine et un en Vietnam, mais qui sont presque exclusivement fabricants Longchamp dans leur quotidien. Donc voilà. Donc Longchamp, c'est aussi plus de 1500 points de vente dans le monde, dont 400 en propre chez Longchamp, chez nous. Donc pour toutes ces filiales, tous ces points de vente, on a un ensemble d'à peu près 4500 collaborateurs répartis sur 25 filiales. Donc voilà. Alors, le contexte général de la data chez Longchamp, on va revenir après sur la structure, ou plutôt l'infrastructure historique. Mais en réalité, on a basculé dans le monde moderne de la data suite à un premier constat qui est une volonté de l'entreprise d'accélérer sa croissance. Donc ça s'est matérialisé après la sortie de Covid où la croissance a commencé à revenir. C'est bon, ça. Voilà, a commencé à revenir et donc une nécessité de mettre en place un plan stratégique pour réellement accélérer le business. Dans ce plan stratégique qui a été lancé en 2023, qui a été structuré autour de 5 piliers, notamment la marque, donc tous les aspects communication, toutes les aspects publicitaires et autres, marketing, l'offre, donc nos produits, la distribution, les opérations, donc la fabrication, les opérations également en boutique, et puis après, toute la partie responsabilité sociale et environnementale. Pour accélérer justement ou élever ces piliers, 3 leviers ont été identifiés. La partie ressources humaines en premier, la finance, assainir les finances, s'assurer que la rentabilité est bien là où il faut. Et puis après, la data. La data était réellement identifiée par le directeur général lui-même comme étant une clé pour accélérer la croissance. Ou du moins, soutenir les piliers qui ont été identifiés dans le plan stratégique. Super. On va écouter un peu plus sur cette initiative autour de la data. Mais la première question pour toi, là, c'est OK, là, on a compris qu'il y avait un gros plan stratégique qui était lancé en 2023. Un des grands leviers, c'était la data qui, en fait, doit être au service un peu de tout, même des 5 piliers. C'est un peu au centre de comment on maîtrise notre succès, notre performance sur tous ces piliers. Mais avant le plan stratégique et avant que ça ait été lancé en 2023, comment était exploitée la donnée chez Longchamp? Alors, oui, donc là, on a l'architecture legacy qui ne reflète pas tous les aspects de la data chez Longchamp. Avant, on parlait de BI, en fait, on ne parlait pas tellement de data. Ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est le reflet un peu de nos business. Longchamp, c'est 75% de business en chiffre d'affaires retail, 25% sur du wholesale, c'est-à-dire de la distribution à des clients qui, eux, revendent nos produits. L'ensemble de l'activité retail est soutenu par Cegid. Cegid étant l'éditeur, l'outil de gestion de points de vente. Là où on va gérer les caisses, là où on va gérer les transferts interboutiques. Vraiment une activité retail qui est dissociée de tout le reste, c'est-à-dire la fabrication, la qualité, la distribution et même la vente internationale, donc sont gérés dans SAP. Donc on a 2 gros systèmes qui, intrinsèquement, et surtout pour SAP, c'est un petit peu compliqué de le faire communiquer avec d'autres systèmes. Trop de contraintes juridiques, trop de contraintes légales. Ce qui fait qu'on a dû adopter, au fil des années, des outils qui suivent ces contraintes-là. Donc ce qu'on va retrouver ici, c'est carrément un silo retail
orienter ces GID et données Internet. Donc Internet, c'est tout notre suivi de trafic online qui arrive sous format de fichier jusqu'à présent. On alimente un data warehouse SQL via Informatica. Et de l'autre côté, on a du SAP. Et pour des raisons économiques, juridiques, légales, on utilise du SAP BW sur un data warehouse en SAP HANA. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les data warehouse corporate. Donc, on a 2 data warehouse corporate, au-dessus desquels on retrouve des outils. Un outil principal qui est Cognos Analytics, qui nous permettait de sortir des rapports, format rigide, donc principalement des PDF, ou donner accès en requêtage direct sur soit le SQL, soit le SAP HANA. On va retrouver aussi des outils dédiés aux données SAP, notamment le SAP BEX Analyzer. Je pense que certains d'entre vous peut-être le reconnaissent. Et puis, il n'y a pas très longtemps, on avait acquis, je pense qu'il y a 2 ans, on avait acquis SAP Analytics Cloud, qui était principalement mis en place pour des raisons d'élaboration budgétaire. Et puis, en parallèle de tout ça, et parce que ces outils présentent une forme de rigidité, on s'est retrouvé avec une Shadow BI derrière, qui n'est pas du tout gérée par l'équipe BI, où, pour des besoins un peu particuliers, on s'est retrouvé donc avec un 3e data warehouse sous Jasper Soft Report, avec du Power BI, pour exploiter les données à la fois du PLM, donc gestion de cycle de vie des produits, et les données de CRM, qui étaient difficilement exploitables directement avec Informatica ou SAP BW. Oui. Après, la prochaine question est qu'est-ce qui vous a fait dire que ce modèle ne suffisait pas Ce qu'on a pu voir, donc, on a un certain silotage. Clairement, nos données qui étaient dans SAP BW fonctionnent sous une technologie qui est incompatible avec du SQL. Puis surtout, à chaque fois qu'on a tenté de sortir les données de SAP vers le Corporate Data Warehouse SQL, on s'est retrouvé avec une limite qui est le droit d'exploitation et de distribution de la donnée. Donc c'est une licence un peu particulière chez SAP. On devait réguler, je ne sais plus, c'est un ticket de 300 000 € ou quelque chose comme ça. C'est un peu compliqué. Et je pense que ça s'appelle l'utilisation directe, direct use. Ouais. On s'est retrouvé aussi avec, comme vous pouvez l'imaginer, ces systèmes étaient là depuis un certain nombre d'années, étaient hébergés sur des infrastructures on-prem. Et encore en 2023, on était encore on-prem. Ces infrastructures étaient un petit peu désuètes, et avec le Covid qui venait de passer par là, les renouvellements d'infrastructures qui devaient être faits ont été repoussés. On s'est retrouvé avec une dette technique assez colossale. Et puis derrière, il y a les autres aspects organisationnels, de la part la taille de l'équipe et de la part des enjeux donc on devait avoir à l'époque aussi, c'est fournir des outils aux utilisateurs pour les rendre autonomes était quasi impossible. Donc sans rentrer dans les détails, c'est pas très user-friendly de faire du Cognos, c'est un outil de développeur, c'est pas très user-friendly de faire du BEX, vraiment pas terrible. Donc les métiers nous demandaient, revenaient beaucoup vers nous, nous demandaient de les aider, de produire des choses pour eux. Ce qui aboutit sur le dernier point, donc on s'est retrouvé en fait comme on constituait un goulot d'étranglement dans le delivery de la data et des KPI. Donc voilà, cette lenteur-là était très très irritante pour l'ensemble des utilisateurs. Voilà. Du coup, vous étiez un peu empêché par la technologie pour réaliser vos ambitions. Au début de cette initiative de modernisation, quelles étaient vos ambitions ? L'idée, c'était déjà de sortir de ce silotage, qu'il soit technique, qu'il soit organisationnel, qu'il soit peu importe. Donc, il fallait vraiment sortir de ça, parce que pour les moindres besoins d'identification de stock, imaginons on a un problème avec un produit, problème qualitatif, on doit savoir où il est déployé à l'instant T. C'était un travail un peu colossal de consolider les deux visions, de savoir ce qui était en transfert, de savoir ce qui était en magasin, de savoir ce qui était dans les entrepôts ou dans les camions quelque part. Donc c'était une des premières ambitions, c'est de savoir à l'instant T où se trouve tel article dans telle couleur, dans telle taille. Donc ça, c'est une première ambition. La deuxième, c'était de concilier nos transactions, donc transactions retail, toute notre activité retail de nos clients, avec toutes leurs interactions avec le service commercial, ou le SAV ou autre. Donc lier ces données et à obtenir une vision
360 de nos clients, ce qu'on ne faisait pas avant. Vous avez pu le voir sur l'architecture avant, les données de CRM, les données transactionnelles retail, qui incluent également les transactions web, n'étaient pas vraiment conciliables. Voilà. Puis après, rendront un petit peu plus autonomes les métiers, c'est-à-dire pas à chaque fois qu'ils ont besoin d'un report, faire appel à nous, ils sont tous prioritaires, ils veulent tous arriver en premier. Donc, retomber dans le format de goulot d'étranglement, on ne voulait plus y être. Et donc, on voulait rendre plus autonomes nos métiers. Et pour cela, en fait, il fallait réellement mettre un cadre de gouvernance clair. Donc, il fallait, en plus de régler les problèmes de silotage, il fallait aussi mettre une solution pour tout ce qui est gouvernance. Que toutes les demandes n'arrivent pas directement à nos services, par tous les niveaux de tous les métiers. Donc ça, c'était une autre ambition. Et une dernière ambition, c'était de voir un peu plus loin, c'est-à-dire préparer le monde de... À l'époque, c'est le monde de demain, aujourd'hui, c'est le monde actuel. Préparer nos données pour être exploitées par l'IA. Faire tout ce qu'il faut pour rendre l'IA accessible à tout le monde. Voilà. Ça, c'était notre ambition. Non, merci. Du coup, ça, c'est un petit partage sur le avant. Après, maintenant, on va passer sur l'après, mais je pense que ça peut être intéressant de entendre un peu sur comment vous avez entamé ce chemin de modernisation, cette initiative. Ouais. Donc oui, pour savoir ce qu'il faut apporter, ce qu'il faut faire comme choix, on a dû d'abord faire une petite introspective, un petit état des lieux. Et cet état des lieux, on l'a matérialisé par un projet de cadrage data qui a eu lieu en 2024 avec l'aide de Devoteam, donc ils ne sont pas là par ailleurs, mais voilà. C'est juste que le travail était plutôt bien fait, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc un premier état des lieux, consistait à interviewer l'intégralité de nos métiers, l'intégralité de nos consommateurs data ou futurs consommateurs data. Tous ceux en qui on avait l'ambition de donner la data, de mettre la data entre les mains. Donc, second point, c'était de cartographier la data actuelle, c'est-à-dire tous les chemins, les flux data actuels, le stockage, la consommation des données. Puis après, ça a duré un mois ou deux, il me semble. Puis après, on est passé sur des phases d'acculturation, c'est-à-dire des acculturations à la fois sur tout ce qui est technique, donc rattrapage de la dette, on va dire. En réalité, l'idée, c'était de rattraper la dette. Donc, rattraper la dette aussi dans l'inconscient, ou plutôt dans remettre au niveau les connaissances de tout le monde, en fait. Ça a commencé par nous-mêmes, donc la partie IT. Donc un petit tour de tout ce qui se fait autour de la data, donc les data platforms, les outils d'ingestion, la bascule entre le monde ETL et le monde ELT derrière. Et puis après, pour nos métiers, les acculturer sur les capacités qu'on peut avoir aujourd'hui dans Power BI, par exemple, des cas d'usage un peu particuliers. Et donc, je cite le cas de Verbaudet. Donc, le CDO de Verbaudet, on l'a fait intervenir pour montrer un petit peu ce qu'une organisation peut apporter. Donc, en gros, c'est principalement des eye openers sur les aspects techniques et de gouvernance. Et puis après, on a terminé avec un séminaire d'idéation qui est beaucoup plus ouvert. On avait des représentants de la data de toutes les directions et de toutes les filiales. On s'est réunis pour une journée. On a positionné toute l'ambition, y compris ce qui pouvait paraître extraordinaire. Et on les a définis, on les a consolidés, puis on en a fait une restitution à la direction générale pour voir ce que l'on aimerait avoir et pas seulement ce qui nous pose problème pour le régler. Donc vraiment, vers où on devrait se diriger. Donc avec tout ça, en fait, on est ressorti avec la petite slide en. Première chose qu'on a ressorti avec une trajectoire technologique, donc un choix d'outils, d'un ensemble d'outils. En commençant par la data platform elle-même. Alors, Snowflake, il y a un petit T qui s'est rajouté, mais c'est Snowflake et Power BI, il faut le voir. Ah oui, il y a un espace qui manque. Donc, il y a Snowflake et Power BI. Pourquoi Power BI ? Parce qu'on a eu... les métiers parlent que de Power BI aujourd'hui. On avait du Cognos, on a fait beaucoup de résistance, mais au final, on a craqué pour Power BI. Et puis, il faut se rendre compte qu'aussi, que Power BI, c'est quand même pas mal. Voilà, ça aussi. Et puis Snowflake, parce que c'était pas non plus la solution la moins chère, mais parce qu'ils ont une trajectoire un peu comme la nôtre. On vient du monde de la BI, de la data, et puis on s'oriente vers des nouveaux usages, contrairement à d'autres acteurs. Pour ne pas citer Databricks. Databricks vient du monde de machine learning, IA, et fait du data warehouse. Il en fait que récemment. Donc, voilà. Donc là, on a pris ça, puis surtout pour la robustesse de la solution. On va revenir en détail, je pense, sur ça.
Puis après, une trajectoire organisationnelle qui aboutit sur la création d'une direction dédiée à la gouvernance de la data. Donc ça s'est matérialisé par le recrutement d'un CDO, qui n'est pas du tout IT. Donc c'est une organisation qui se retrouve dans la direction de la transformation et non pas dans la direction IT. Et donc leur rôle, c'est réellement centraliser, prioriser les besoins et de gérer les projets. Voilà. Et à la fin, et suite au séminaire d'idéation, donc on a défini une trajectoire de déploiement avec des ambitions à moyen et à long terme. Donc en gros, c'est prioriser les besoins des directions. On traite quelle direction en premier, prioriser les sujets à l'intérieur. Donc en gros, c'est intervenu vraiment à la suite de la définition de la trajectoire organisationnelle. Parce qu'à l'intérieur, en fait, de trajectoire de déploiement, il y a aussi le déploiement des rôles métiers au sein des directions elles-mêmes. Donc, il y a certains nouveaux rôles qui ont pu naître grâce à la mise en place d'une organisation centrale. Ok, continuons. Donc là, vous avez fait un peu le bilan sur l'existant, comment vous avez entamé le chemin de modernisation. Du coup, en fait, quels étaient un peu les choix technologiques que vous avez faits et qu'est-ce que ça a apporté? On va parler de la partie qu'est-ce que ça a apporté un peu après, mais oui. Quels étaient les choix qui ont été faits? Alors ça, c'est un cas d'usage qu'on a démarré et qui fait interagir quelques sources. On a beaucoup plus de sources que ça. Mais ici, on voit que tout a été construit autour de Snowflake, autour d'une architecture médaillon mesh. Donc ça, c'est le mesh pour la client experience. On va retrouver comme outil central donc Snowflake, Fivetran pour l'ingestion, DBT pour la transformation, Power BI, certes, pour la partie reporting, Sifflé pour toute la partie observabilité, et un data catalogue, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir un data catalogue, donc on a rajouté un data catalogue. C'est plutôt le CDO qui l'a mis en place, donc un data catalogue de chez Coalesce. Donc voilà pour la partie architecture, et on voit ici dans ce cas d'usage-là qu'on adresse Coeris, qui avant était géré via export de fichiers, insertion manuelle direct dans Power BI. Donc maintenant, on a fait des développements nécessaires pour récupérer nos données de Coeris, synchroniser nos 3 serveurs Cegid au travers les 3 plats, donc Europe, Asie, Amérique. Et donc là, aujourd'hui, on a une synchronisation toutes les heures de l'ensemble de nos données retail et CRM dans notre data platform. Et par la suite, on peut en faire ce qu'on veut, mais voilà. Donc ça, c'est l'architecture qu'on a mis en place. Ok. Pourquoi vous avez choisi cette combinaison? Et notamment, pourquoi vous avez choisi Fivetran qui permettra en fait, de centraliser la donnée pour être exploitée après? Alors, on n'est pas une très grande équipe en fait. On avait besoin d'un outil qui réponde à plusieurs enjeux. De un, on était, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on était sur une phase où on avait à la fois le projet data, mais aussi un projet infrastructure pour basculer, faire un grand move to cloud. Donc il fallait qu'on fasse des choix agnostiques par rapport au cloud provider. Et parmi les outils qu'on a choisis, donc Snowflake qui est aussi agnostique, Fivetran l'est, DBT l'est. Donc ça c'est une des premières raisons. Deuxième, c'est qu'on n'est pas une très grande équipe et on avait besoin de connecteurs prêts sur étagère. Fivetran présentait un très grand nombre de connecteurs et qui nous permettait aussi de dire de manière confiante qu'on pouvait déployer de manière simple, sans trop de technicité, sans trop d'enjeux. Voilà. Puis après, en témoignage, on s'est renseigné un petit peu auprès des entreprises dans le même domaine, notamment auprès de LVMH, certaines marques de LVMH, sont plutôt très contents de l'utilisation, il me semble. Hein. Je le dis peut-être en croisant un peu les doigts, que ce soit toujours le cas. Ils étaient plutôt contents de l'utilisation de Fivetran. Et puis surtout, ce qu'on a pu voir des démonstrations lors des différents salons, Snowflake ou autres, on voit un outil assez simple à prendre en main, assez bien documenté. Puis on a aussi réussi à contractualiser, je pense qu'en un mois et demi, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je crois que au début, c'est le premier contrat qu'on a signé. Je me suis dit que tous les contrats, ça allait être comme ça, mais en fait, pas du tout. Donc, on était plutôt contents de cet aspect-là, parce que ça nous a permis de démarrer juste après le projet. Oui, c'est l'accélération, en fait. Et qu'est-ce qui permet l'accélération? C'est la simplicité, surtout. Donc, après, suite à cette simplicité que vous avez
pu gagner en utilisant Fivetran. Quels étaient un peu les résultats de cette initiative de modernisation Alors, les résultats, première chose, c'est qu'on a pu déployer très rapidement les connecteurs sur Cegid, les connecteurs sur Salesforce Commerce Cloud également. Et ce qu'on pensait être un projet qui allait durer des mois, mais en fait, ça a été réglé en quelques jours. Notamment, on a 11 sites sur Salesforce Commerce Cloud. On les a réellement fait en 2 jours, sans prérequis. Donc, on n'a pas préparé de prérequis avant. Cegid, ça a pris un petit peu plus de temps, mais pareil, ça se compte en nombre de jours, et quelques petits prérequis. Donc, et à date, on a plus de 35 connecteurs en production qu'on a pu déployer en l'espace de 1 mois ou 2. Voilà. Puis après, on avait l'habitude de gérer des problèmes d'architecture, de robustesse de machines, de down. Là, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a pas géré la scalabilité des outils. Donc, très peu d'alertes opérationnelles. On n'a pas d'équipe dédiée. On a pu intégrer des connecteurs spécifiques de manière assez simple. Puis surtout, et les impacts vraiment métier mesurable, parce qu'on parle pas mal de la technologie. Oui, mais... alors, ce qui est mesurable, déjà, il y a toute la partie FinOps. Donc, on avait une grosse crainte que toute la partie coût soit handicapante, mais au final, ça coûte beaucoup moins que ce qu'on pensait. Et puis après, les projets d'ingestion de données sont devenus... On les a sortis en fait de la partie projet production des data products, de telle façon à ce que la data soit prête pour les métiers, bien avant le démarrage du projet, ce qui leur permet d'avoir beaucoup plus de temps de réfléchir à leurs besoins, de les documenter, et donc de nous fournir des spécifications de qualité. Donc ça a libéré réellement le métier. Donc les phases d'ingestion, on les a traitées avant le kick-off du projet en fait. Ok. On a juste 1 minute, mais avant de finir, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, quel est l'avenir, qu'est-ce que vous envisagez maintenant que vous avez ouvert la possibilité de la maîtrise de la donnée et l'ouverture à l'IA? Alors, ce que vous avez pu voir, c'est les fondations. On a démarré réellement le projet en 2025. On pose les briques une à une. On commence donc à avoir le premier cas d'usage qui a été, on ne l'a pas mis ici, c'est le cas d'usage stock qui a été envoyé en live en début d'année. On a... juste, ça vous embête? Excusez-moi. Merci. On va bientôt délivrer le premier dashboard d'expérience client, donc une vision 360 sur les clients, avec une analyse de toute la partie relance commerciale, push, communication avec les vendeurs. Éventuellement la partie segmentation également, donc on commence à avoir des premiers livrables autour de la segmentation client. Et on va démarrer en cours du mois, donc la semaine prochaine, le travail avec une nouvelle équipe qui gérera toute la partie manufacturing. Donc c'est quelque chose aussi qu'on avait du mal aussi à croiser, notamment les données de manufacturing, les données des SAV qu'on peut trouver dans le CRM. On ne pouvait pas le faire, donc là on va démarrer avec ça. On va aussi démarrer avec une nouvelle source qui est Mercatim, qui est un outil de gestion des skills des ateliers, donc des intervenants dans les ateliers, donc des artisans. Et puis il y a une thématique qu'on va pouvoir plugger sur l'une des 3 livrables. Donc, notamment, on a choisi la Client Experience pour tester Ask Your Data. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est de mettre des agents IA qui nous permettront d'interroger les données et d'extraire les insights avec l'aide de l'IA. Et donc, on va démarrer dans les semaines qui arrivent 2 POC. Donc, un autour de Snowflake Intelligence, donc, qui nécessite la mise en place de modèles sémantiques, ce qui n'était pas vraiment dans notre scope au départ, des modèles sémantiques additionnels. Donc on ne livre plus que des tables, on doit livrer en plus des modèles sémantiques enrichis. Et surtout tester Microsoft Copilot. Donc si on revient sur l'architecture, on voit en fait que ça fait 2 points d'entrée. Donc un point d'entrée ici, autour de Snowflake Intelligence, et un deuxième point d'entrée. L'idée, c'est de comparer les résultats IA, donc des analyses, de comparer d'un point de vue pertinence, mais également toute la partie FinOps, donc laquelle correspond mieux à notre vision. Et donc un dernier projet qui est la Human Resource, qui va démarrer en fin d'année,
avec l'intégration de Workday qui est en cours de déploiement chez nous et de SmartRH qui est l'outil actuel qu'on a et pour lequel on doit plutôt utiliser des outils dans les deux sens, donc des envois, traitement de données, renvois. Et éventuellement, on pourrait peut-être utiliser une des fonctionnalités qu'on a vues qui arrive au fil de l'eau aussi dans Fivetran, c'est l'activation. Donc voir si on peut extraire des données de là et de les envoyer dans l'autre sens. Voilà. Super. Ouais, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de use cases, plus en plus de données qu'on souhaite alimenter avec Fivetran dans votre data platform centrale qui va donner le contexte pour le Ask Your Data, pour l'IA derrière. Donc, c'est Fivetran, en fait, qui est un peu la fondation du moteur qui vous permet à vraiment réaliser tous vos projets data IA et accomplir la mission le plan stratégique. Donc là, je pense qu'on arrive à la fin de notre présentation. On était censé faire une petite question-réponse, mais je pense qu'on n'a plus le temps. Mais nous, en fait, on a un stand Fivetran qui est juste dehors ici. Alain du Longchamp, il va se mettre sur le stand avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir et nous les poser. Sinon, merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée.